Bonjour, Cécile Buzy, responsable du service juridique d'Agrumes, accompagnée de Laura Ledez. Bonjour, donc juriste en droit social chez Agrumes. Donc déjà, bienvenue pour notre point semestriel sur l'actualité juridique et jurisprudentielle. On a encore été bien gâtés cette année, comme d'habitude en droit social. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes toutes les deux salariés de la société Agrumes. La société Agrumes, c'est une société éditrice d'un logiciel, le logiciel Agrumes. Qu'est-ce que le logiciel? Ce logiciel a été créé par des avocats, au début pour des avocats, et il comprend 3 volets. Un premier volet qui est un volet, on va appeler individuel, qui permet de gérer en toute tranquillité vos procédures concernant les relations individuelles avec vos salariés, de la conclusion du contrat de travail jusqu'à la rupture du contrat. On émaillera un peu notre propos des différentes procédures que nous avons mises en place pour chaque actualité. On a un deuxième volet qui est le volet élection professionnelle, donc là pour vos élections de CSE, mais vous pouvez aussi utiliser notre outil pour vos référendums d'entreprise. Donc c'est un outil très pratique. Et nous avons un troisième volet qui est le volet gestion du CSE. Donc là, c'est un volet pour préparer vos réunions, les convocations réunions, les ordres du jour, les procès verbaux. Et ensuite, nous avons un cabinet, le cabinet Zest Avocat, qui est adossé à la société Agrumes, qui est là pour l'accompagnement juridique des utilisateurs du logiciel Agrumes. Donc aujourd'hui, je vais vous partager notre support. Sur l'actualité juridique et sociale du premier semestre 2024, sachant qu'on n'en doute pas, le deuxième semestre sera encore riche et Laura aura l'occasion de revenir sur cette actualité en décembre ou janvier prochain. Alors, donc Cécile, nous allons commencer avec une première actualité qui a fait quand même couler beaucoup d'encre déjà depuis plusieurs mois, et d'autant plus avec l'entrée en vigueur de la loi sur les congés, l'acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors Laura, en fait, le droit du travail n'était pas à jour du droit européen. Et ça faisait un moment que différents demandeurs le revendiquaient dans des contentieux. Et en fait, c'est la Cour de cassation en septembre 2023 qui a réaffirmé que le droit français n'était pas conforme en matière de congés payés et au droit européen et à appliquer directement le droit européen en accordant des rappels en matière de congés payés à des salariés. Et la dette sociale étant très importante, le législateur a dû intervenir. Donc, on va revenir très succinctement sur ce thème puisque un webinaire a déjà été animé par Colomban de la Monneraie sur ce sujet de manière très détaillée. Vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire très facilement et d'ailleurs notre service marketing vous met le lien. Donc, le droit européen prévoit en fait un droit à 4 semaines de congés payés par an. Or, notre droit français prévoyait que les salariés en arrêt maladie d'origine non professionnelle n'acquéraient pas de jours de congés payés pendant leur arrêt de travail. Donc là, on était donc en non-conformité parce que ces salariés ne bénéficiaient pas de 4 semaines de congés payés pendant une année où ils étaient en arrêt maladie. De même, les salariés qui sont en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle acquéraient des congés payés, mais cette fois que pendant une durée limitée d'1 an.
le législateur est intervenu pour modifier ce régime et le mettre en conformité avec la réglementation européenne. Donc aujourd'hui, un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois dans la limite de 24 jours par an. Un salarié qui, lui, est en arrêt de travail pour maladie professionnelle acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois et cette fois sans la limitation de durée d'1 an. Donc là, on est en conformité avec la réglementation européenne. Il faut savoir que ces dispositions sont applicables depuis la promulgation de la loi, c'est-à-dire depuis le 24 avril 2024. Ce qui signifie que vous devez appliquer ces règles pour la période d'acquisition qui était en cours au cours de la promulgation, à la date de promulgation de cette loi. Donc, il faut mettre à jour les compteurs pour cette période. Pour les périodes antérieures, nous préconisons aux entreprises de faire un audit pour connaître en fait la dette sociale. Parce qu'en fait, les salariés dont le contrat était en cours à la date de promulgation de cette loi ont 2 ans, donc jusqu'au 24 avril 2026, pour formuler des demandes au titre de ces congés payés. Les salariés dont le contrat de travail n'était plus en cours à la date de promulgation de cette loi, eux, ont un délai de prescription de 3 ans et une action qu'ils peuvent faire exercer dans le délai de 2 ans à compter de la date de la rupture de leur contrat. Donc, il convient déjà d'anticiper pour pouvoir provisionner dans les comptes les demandes éventuelles qui peuvent être formées à ce titre. Ensuite, il y a aussi un deuxième point qui a été modifié, c'est que les congés qui ont été acquis et qui n'ont pas pu être pris pendant la période de prise de congés payés en raison d'arrêt de travail bénéficient d'un report pour être pris à compter soit de la date d'information du salarié à son retour de son droit sur les congés payés et justement de cette date de report. Donc, dans ces cas-là, ce report, c'est un report de 15 mois. Le salarié va avoir 15 mois pour prendre ses congés payés. Ou quand un salarié est en arrêt de travail pendant une durée de plus d'1 an, il va avoir un report de 15 mois, mais à partir de la fin de la période d'acquisition de congés payés. Donc là, en pratique, cela signifie qu'il faut mettre en place différents compteurs de congés payés et donc il est important d'assurer un suivi de ces différentes périodes d'acquisition, de ces différentes périodes de report et aussi il y a un phénomène d'écrêtement. Donc là, je vous laisse aller voir le webinaire de Colomban de la Monneraie qui était déjà très précis sur toutes ces règles. Nous avons établi un guide des congés payés agrumes qui vous donne des cas pratiques et des solutions pratiques. Et dans nos procédures agrumes, nous avons mis en place une procédure, notamment sur l'information des salariés qui doit être donnée à leur retour de congé maladie sur leur droit à congé et les périodes de prise de congé. Alors, on comprend bien que les conséquences sont vraiment pas du tout négligeables, hein, à la fois pour le salarié, mais aussi pour les entreprises. Et on se dit que finalement, le contentieux risque vraiment de nourrir le contentieux. Alors, est-ce qu'on a déjà eu des illustrations sur le sujet? Alors, on a déjà eu une illustration. En fait, c'est le tribunal judiciaire de Nanterre qui a rendu une décision qui est intéressante. En fait, c'est les syndicats qui
qui ont un pouvoir d'agir pour que l'ensemble des salariés de l'entreprise pour demander une injonction d'appliquer les nouvelles règles applicables en matière d'acquisition des congés payés et aussi de report de la prise de ces congés payés. Mais attention, les syndicats dans les entreprises n'ont pas pouvoir pour engager une action à titre individuel pour un salarié désigné. C'est pour l'ensemble des salariés. Donc, ça promet un contentieux assez important. Et attention, les employeurs, il faut quand même respecter les nouvelles dispositions. Bien évidemment. Donc, alors, là, nous passons sur un autre sujet, mais qui est aussi issu du droit de l'Union européenne. Donc, décidément, on est pas mal retoqué, finalement, sur ces derniers mois. Et là, ça va concerner l'obligation d'information du salarié sur les éléments d'une relation de travail. Alors, c'est un peu étonnant parce qu'on a le contrat de travail pour ça, non ? Alors oui, on a le contrat de travail pour ça. Notre droit français est très étoffé, mais une loi en décembre a mis en conformité le droit français à la réglementation européenne, encore une fois, comme tu le disais, et on attendait, on a déjà eu un premier décret d'application et on attendait un arrêté. Et en effet, quand on regarde ce décret d'application et cet arrêté, on s'aperçoit qu'on n'a pas toutes les informations requises par le droit européen dans nos contrats de travail. Il manque notamment les informations en matière de plan de formation qui est mis en place par l'employeur dans l'entreprise. Il manque les informations, on ne liste pas tous les accords d'entreprise, par exemple, applicables au sein de l'entreprise. On ne donne pas toutes les informations sur la procédure qui doit être mise en œuvre en cas de licenciement pour motif personnel ou pour motif économique. D'ailleurs, on se rend bien compte que nos contrats feraient vite 20 pages. Donc, dans notre logiciel, nous avons prévu une procédure spécifique pour pouvoir informer en temps utile et selon cette nouvelle réglementation les salariés sur les différents thèmes requis par l'Union européenne et aussi par la loi française aujourd'hui. Okay. Bon, on n'arrête pas le formalisme en tout cas. C'est ça. Maintenant, un petit point rapide sur l'aide financière pour les contrats de professionnalisation et notamment la mauvaise surprise finalement pour les employeurs sur cette aide qui a été interrompue plus tôt que prévu. Oui, on voulait vous attirer votre attention, je pense que vous le savez déjà, mais un petit rappel, il n'y a plus d'aide pour les contrats de professionnalisation depuis le 30 avril 2024. Pour les contrats d'apprentissage, une aide existe encore jusqu'au 31 décembre 2024. Bon, restez toutefois en alerte, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et d'une nouvelle modification. Oui, tout à fait. Surtout que cette aide initialement, donc c'est l'aide exceptionnelle attribuée aux employeurs au titre d'une première embauche. Elle devait en fait, elle a été prolongée initialement jusqu'à la fin de l'année 2024. Et visiblement, pour des raisons d'économie de budget, un décret est venu écourter la durée d'application de cette aide. Voilà, pour la mauvaise surprise. Voilà. Donc, on en finit avec notre petit rappel et les modifications de notre droit français imposées par la réglementation européenne. Maintenant, on va revenir sur un sujet important en cette période de crise qui quand même dure un peu. C'est le partage de la valeur. On a eu différentes modifications. Laura, tu vas revenir dessus. Oui, alors c'est ça. Donc, pour rappel, cette notion de partage de la valeur, en fait, elle est issue d'un accord national interprofessionnel qui, souvenez-vous, avait été signé le 10 février 2023. Il a par la suite fait l'objet d'une transposition dans la loi sur la fin de l'année 2023, donc au 29 novembre. Alors, quels sont les objectifs d'une telle loi? Ils sont multiples, notamment c'est faciliter donc la généralisation et le développement des dispositifs de partage de la valeur, mais c'est aussi simplifier leur mise en place. Donc, à partir de là, ce dénominatif, il va regrouper beaucoup de choses. On va le voir dans la présentation. Il regroupe aussi un certain nombre d'outils dont vous avez plus ou moins entendu parler. Quand je vous parle de participation, intéressement,
PPV, normalement, ce sont des notions que vous avez peut-être déjà en interne ou dont vous vous êtes intéressé. Et on le verra, ces dispositifs, selon la configuration de l'entreprise, peuvent revêtir un caractère facultatif ou obligatoire. Alors, je précise que beaucoup de mesures sont entrées en vigueur déjà dès le 1er décembre 2023, mais plusieurs d'entre elles nécessitaient encore des décrets d'application. Donc, c'est arrivé dernièrement avec la publication de 2 décrets qui sont venus apporter des précisions bien utiles. Mais aussi, le ministère du Travail s'est beaucoup mobilisé sur le sujet puisqu'il a publié pas moins de 3 questions-réponses sur des dispositifs particuliers pour vraiment apporter des précisions et pour une bonne mise en application pour vous au sein des entreprises. Donc Laura, on a vu, tu nous as dit, il va y avoir des dispositifs obligatoires, facultatifs. On sait qu'en France, on a différentes entreprises avec différents effectifs soumis à des obligations différentes. Donc je te propose d'abord de revenir sur les dispositifs obligatoires pour les entreprises de 11 à 49 salariés. Oui, donc le premier grand principe qui a été instauré par cette loi, c'est l'obligation, donc pour les petites entreprises, de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Alors l'objectif, c'est vraiment de faire entrer cette notion dans les entreprises qui en sont par principe éloignées, et bien notamment du fait de cet effectif. Donc, c'est un dispositif expérimental. Donc, cette obligation, pour le moment, elle est applicable pour une durée de 5 ans. On verra si le dispositif est prolongé selon le succès ou pas de cette mesure. Donc, plusieurs conditions à remplir. Déjà, une première condition d'effectif. Donc, je viens de le dire, un effectif de 11 salariés. C'est à partir de cet effectif que l'obligation entre en œuvre. Alors, nous avons eu un décret qui a précisé le calcul de ce seuil et là, on va se trouver sur les dispositions classiques que vous utilisez très souvent, c'est-à-dire que ce sont les règles de calcul de la sécurité sociale. Donc, ça veut dire que pour votre effectif, vous allez le calculer et ça va correspondre à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Et donc, à partir de là, une fois que vous avez fait votre calcul, vous verrez si vous avez atteint ou pas l'effectif de 11 salariés et à partir de là, si vous rentrez dans l'obligation. Donc, ensuite, il y a d'autres modalités à remplir, évidemment, pour être soumis à cette obligation. Et d'ailleurs, à partir de quand on est soumis à cette obligation? Alors, oui, chose importante, on est soumis, vous, entreprise, vous êtes soumis à cette obligation pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025. Donc, c'est vraiment dans quelques mois. Et du coup, comment ça se passe en fait, on prend quels exercices de référence Alors, pour les exercices de référence, on va être sur une application rétroactive quand on reprend les termes de la loi, c'est-à-dire que pour les exercices ouverts, donc à partir du 1er janvier 2025, on va remonter donc sur les 3 derniers exercices. Donc tout simplement, ça veut dire que vous allez vous positionner sur les exercices 2022, 2023, 2024. Et donc ça a une importance, c'est cette notion d'exercice consécutif, puisque là, vous allez devoir vérifier si votre bénéfice net fiscal est supérieur ou égal à 1% du chiffre d'affaires pendant ces fameux 3 exercices consécutifs. Voilà donc l'une des autres modalités à remplir pour être soumis à l'obligation. Et quel dispositif en fait peut être mis en place une fois que je m'aperçois que mon bénéfice net fiscal atteint ce 1%? Alors, pas mal de choses. J'ai commencé à le dire en introduction. Vous avez différents dispositifs à disposition. Donc, ça va être par exemple l'accord de participation, ça va être l'accord d'intéressement, ça va être l'abondement à un plan d'épargne entreprise ou encore la fameuse prime de partage de la valeur. Donc, vous allez choisir. Vous avez l'obligation de mettre en œuvre au moins un de ces dispositifs. Et est-ce que je dois passer par un accord collectif pour mettre en place ces dispositifs ou est-ce que je peux passer par une décision unilatérale? Alors, non, pas forcément. Là, vous avez quand même certaines souplesses. Après, moi, je vais vous renvoyer donc aux modalités prévues, aux modalités de mise en place prévues pour chacun de ces dispositifs que je viens de lister. Et après, en fonction de la configuration de votre entreprise, si vous avez des délégués syndicaux, si vous avez un CSE, eh bien là, vous aurez des règles qui pourront varier quelque peu.
Après, je reviens sur une question. Cette obligation, tu me dis qu'elle elle s'impose à moi quand j'ai 11 salariés. Mais en tant que petite entreprise, je peux appartenir à une UES qui a plus de 50 salariés. Donc, comment ça se passe? Est-ce que je suis soumise à cette obligation ou Alors non, là, dans ce cadre-là, en fait, l'obligation, on va se positionner en fait au niveau de l'UES. Et si l'UES a un effectif de plus de 50 salariés, eh bien là, on va basculer dans une disposition légale que l'on connaît, notamment qui est celle normalement de la mise en place d'un accord de participation. Donc c'est vraiment au niveau de l'UES que les obligations et les contraintes vont arriver. Donc justement, nous allons voir les nouvelles obligations ouvertes par la loi pour les entreprises de plus de 50 salariés. Voilà, donc autre grand principe maintenant qui concerne l'autre seuil d'effectif, si je puis dire, d'une entreprise. Cette fois-ci, c'est une obligation d'ouvrir une négociation. Alors, une négociation sur quoi? Sur deux choses. On va avoir l'obligation de négocier la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon entreprise en interne, une augmentation de mon bénéfice? Et à partir de là, il faudra également définir les dispositifs de partage de la valeur qui en découlent. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour partager ce bénéfice avec mes salariés? Donc là aussi, plusieurs conditions cumulatives pour être soumis à cette obligation. Donc on a la condition d'effectif. Donc la loi nous dit c'est toute entreprise assujettie à la participation eu égard à ses effectifs. Donc on va principalement retrouver les entreprises de 50 salariés et plus. En plus de cela, ces entreprises doivent disposer d'au moins un délégué syndical en interne. Et à partir de là, autre condition, dès lors que l'entreprise va ouvrir une négociation en matière soit d'intéressement, soit de participation, eh bien, il faudra aussi enclencher et prévoir la négociation sur ces deux points. En fait, tu nous as parlé des entreprises soumises à cette obligation, mais il y a des entreprises qui pourraient être soumises, mais qui ne le sont pas, en fait. Oui, est-ce que tu pourrais nous rappeler? Tout à fait. Alors après, il y a certains cas un petit peu particuliers où, au premier abord, on pourrait croire que l'entreprise est soumise à cette obligation, mais finalement, en regardant un petit peu plus dans le détail, on va se rendre compte qu'elle échappe finalement à la négociation. Je ne vais pas redétailler tous les exemples, mais par exemple, vous pourriez éventuellement avoir déjà donc un accord de participation ou d'intéressement qui prévoit éventuellement cette définition et les conséquences en termes de partage de la valeur. On ne sait jamais. Regardez quand même vos accords si vous avez quelque chose. Ou alors, autre exemple, on peut avoir une entreprise qui a mis en place un accord de participation, mais qui a fait le choix d'appliquer une formule dérogatoire, mais qui sera plus favorable que la formule légale. Rapide rappel, en matière de participation, le Code du travail nous impose d'appliquer normalement une formule légale. Par contre, une entreprise peut tout à fait faire le choix d'appliquer une formule différente, mais c'est à la condition que cela conduise à un résultat au moins tout aussi favorable que la formule légale. Donc, vous voyez un petit peu déjà ce que vous avez éventuellement en interne. Donc, on a une obligation de définir l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal dans notre entreprise. Mais est-ce qu'on a une aide pour ça? Est-ce qu'il y a des critères? Oui, la loi est venue préciser alors un certain nombre de critères. Donc, les critères, on va retrouver l'activité de l'entreprise, est-ce qu'elle a eu certains bénéfices sur les années précédentes. En fait, vous avez tout un nombre de critères. Alors, sachez que vous n'êtes pas tenu par cette liste. Vous pouvez tout à fait prévoir avec vos partenaires sociaux, par exemple avec votre délégué syndical avec lequel va s'enclencher toute cette négociation, vous pouvez très bien réfléchir à d'autres critères. Ou alors, vous pouvez très bien faire le choix de choisir l'un de ces critères légaux, tous les critères, ou de prévoir en plus des critères que vous aurez définis. Donc, finalement, c'est assez libre. Donc, tu nous as parlé dans le cadre de cette obligation de négociation de deux éléments sur lesquels on doit négocier. Tout d'abord, l'augmentation exceptionnelle du bénéfice, la définition. Oui. Mais le deuxième point, c'est en fait ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va déclencher comme système de partage de valeur. Est-ce que j'ai l'obligation, dès le départ, de négocier sur ces deux thèmes-là? Alors,
Non, pas de tout définir, en tout cas au départ. Mais votre obligation déjà, donc quand vous allez ouvrir la négociation, donc vous allez définir ce qu'est donc le bénéfice exceptionnel. Si vous arrivez donc à un accord là-dessus sur cette définition, vous pouvez très bien vous réserver la possibilité de dire dans cet accord, en ce qui concerne les dispositifs de partage de la valeur, on va renvoyer à une négociation ultérieure, et bien pour voir sur quoi on va aller au moment notamment du constat du bénéfice exceptionnel. Ça, c'est possible. Et pour les modalités de partage de valeur, donc en fait j'ai retenu que c'était dans les entreprises de plus de 50 qui étaient dotées d'un DS. Mais est-ce que dans ces cas-là, pour décider des modalités de partage de valeur, je suis obligée de négocier un accord avec mon DS? Alors non, pas forcément. Il y a quelques souplesses qui sont prévues, puisqu'en fait, en ce qui concerne ce critère du délégué syndical, je vous le rappelle, pour qu'on soit soumis à cette obligation, il faut qu'on ait à minima un délégué syndical en interne. Mais à partir de là, pour ce qui concerne la conclusion de l'accord, vous pouvez aussi négocier avec d'autres partenaires. Alors, je nuance quand même ce propos. Notamment, je vais reprendre l'exemple de l'ouverture de la négociation en ce qui concerne, par exemple, la participation. Si vous ouvrez la négociation, que vous allez sur un avenant, par exemple, si cet accord de participation initialement a été conclu avec des délégués syndicaux, bien sûr, il faut respecter le principe du parallélisme des formes. Donc, par principe, il faudra quand même négocier avec ce DS. Mais après, c'est vraiment voilà, au cas par cas, on pourrait éventuellement avoir quelques souplesses. Donc, on a vu ce dispositif donc obligatoire de négocier, en tout cas d'ouvrir des négociations. Ensuite, on a en matière de participation une formule légale. On a le droit de déroger à cette formule légale jusqu'à maintenant dans un sens plus favorable. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il va être possible, dans certaines conditions, de déroger dans un sens moins favorable. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une nouvelle possibilité offerte par la loi pour vraiment permettre aux entreprises de s'approprier ce dispositif et d'y rentrer beaucoup plus facilement. Donc là aussi, c'est un dispositif expérimental, encore une fois. Donc ça va être expérimenté pour une durée de 5 ans, à voir ultérieurement si ça fonctionne et si c'est reconduit. Sinon, pour les entreprises qui sont concernées, ça concerne voilà certaines entreprises en particulier. Ce sont d'abord celles qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation, donc principalement les entreprises de moins de 50. Donc à partir de là, pour ces entreprises, elles pourront faire le choix d'aller sur ce dispositif. Donc, c'est un dispositif facultatif. Oui, c'est facultatif. Ouvert aux PME. Et donc, en fait, c'est pour pousser les PME, en fait, à mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Tout à fait, exactement. C'est, voilà, encore une fois, c'est facultatif. Hein, c'est pas du tout obligatoire d'aller là-dessus. Voilà. Et comment ces petites entreprises vont pouvoir faire pour avoir un accord de participation ? Alors, donc, plusieurs possibilités. Là aussi, l'idée, c'est vraiment de faciliter le plus possible la mise en œuvre de cette modalité pour les plus petites entreprises. Donc, première possibilité, il y aurait pour les entreprises, elles pourraient adhérer à un accord de branche agréé, c'est-à-dire que la branche pourrait faire le choix en fait de négocier un accord prévoyant donc ces dispositifs voilà de partage de la valeur et cette disposition particulière. Et donc, dans ce cas-là, si c'est prévu, vous, entreprise, vous pourriez faire le choix d'adhérer à cet accord, donc soit en concluant un accord d'entreprise, ou alors en passant directement par la DUE pour appliquer directement les dispositions. Si l'accord de branche, attention. Bien sûr, évidemment, il faut, c'est à condition de respecter ce que prévoit l'accord de branche et de voir ce qu'il prévoit effectivement. Voilà. Et donc, l'autre possibilité, si ce n'est pas possible ou si vous ne souhaitez pas aller là-dessus, vous pouvez tout à fait faire le choix de conclure un accord de participation au niveau de l'entreprise, aller sur un accord plus classique. Et est-ce qu'il y a un avantage pour une entreprise à adhérer directement à l'accord de branche plutôt que de signer son propre accord d'entreprise ? Alors oui, ça peut être tout à fait avantageux puisque vous allez avoir un accord de branche qui va
vous proposer finalement, si je puis dire, une solution un petit peu clé en main. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre cet outil et vous allez l'appliquer tel quel. Donc, ça veut dire que vous allez appliquer un accord type et surtout, pour l'administration, ça va faciliter les démarches et surtout, ça va sécuriser votre accord au niveau du régime social et fiscal. L'administration va voir que vous vous appuyez sur un accord de branche qui prévoit des choses donc juste légalement. Donc, elle va orienter son contrôle sur les formalités de dépôt uniquement, ce qui est plutôt pratique pour des petites entreprises qui ne sont pas forcément au fait de ces notions un peu complexes. Et donc, les entreprises peuvent avoir recours à cette possibilité-là depuis le 30 novembre 2023, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Et là aussi, donc pour une durée limitée pour le moment, jusqu'à fin novembre 2028. Et là, on a encore le problème de la durée du dernier exercice qui pourrait être plus longue que le 29 novembre 2020. Oui, tout à fait, on pourrait avoir ce cas. Alors là, je rappelle que la réserve spéciale de participation ne peut se calculer que par exercice entier. Donc, pour un exercice qui irait du 1er janvier au 31 décembre 2028, là, on va être bloqué puisque l'expérimentation, vous le voyez bien, elle s'arrête au 29 novembre. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Donc, ça voudrait dire dans les faits que finalement, pour les entreprises, le dernier exercice éligible irait du 1er janvier au 31 décembre 2027. Donc, attention à ça. Et je tiens aussi à attirer votre attention sur un point, c'est qu'il s'agit là, encore une fois, d'un accord de participation et pas d'un accord d'intéressement. Et il faut donc que la formule de calcul repose sur les résultats d'entreprise et non pas sur des critères de performance, comme ça peut être le cas pour un accord d'intéressement. Donc, on a vu les différents dispositifs et améliorations de participation. Il y a aussi un nouveau système dont on n'a pas parlé. C'est le plan de valorisation d'entreprise, qui est un plan complètement facultatif. On n'a pas le temps de l'évoquer ici, mais sachez que ça existe. Donc là, on a eu des nouveautés en matière d'épargne salariale, participation, intéressement, mais on a aussi un dispositif hors épargne salariale qui est la prime de partage de valeur. Et il me semble qu'il y a des nouveautés là aussi. Oui, alors juste avant de parler de la PPV, juste quelques mots parce que là aussi, il y a beaucoup de nouveautés dans cette loi. C'est la possibilité de verser des avances au titre de la participation et de l'intéressement. Donc ça aussi grande nouveauté. Donc juste je préciserai que normalement c'est le salarié qui doit donner son accord pour obtenir une telle avance. Et à partir de là, vu que cette possibilité entre en vigueur, vous devez en fait donner un certain nombre d'informations à votre salarié et donner aussi un certain nombre d'informations concernant notamment l'éventuel trop perçu, puisque je rappelle qu'en matière de participation et d'intéressement, le principe c'est le caractère aléatoire. Donc vous ne connaissez pas en avance le montant de ce que tout cela va générer. Donc quand on donne une avance, c'est aussi s'exposer au risque que finalement le résultat ne soit pas aussi bon que prévu et que le salarié finalement ait reçu un peu plus d'argent que convenu. Donc, vous avez un certain nombre, comme je l'ai dit, un certain nombre d'informations à fournir aux salariés, qui sont détaillées sur la slide. Je ne vais pas les reprendre une à une, mais vous devez en fait prévoir une fiche distincte du bulletin de paie qui précise toutes ces modalités. Toutes les modalités suivantes. Voilà. Et qui peut être communiquée par voie électronique, sauf si le salarié se dit au courant. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, j'ai fait une mauvaise transition tout à l'heure. Donc, maintenant, on va revenir sur les nouveautés concernant la prime de partage de valeur. Donc voilà, la prime de partage de la valeur, un dispositif assez connu dans les entreprises et je crois quand même assez apprécié. La nouveauté principale concernant cette PPV, c'est la possibilité d'affecter tout ou partie de son montant sur un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite d'entreprise. Donc là aussi, comme pour le dispositif précédent, c'est le salarié doit donner son accord pour faire une telle affectation.
Et à partir de là, eh bien, vous allez devoir remettre un certain nombre d'informations à votre salarié pour que ensuite votre salarié se prononce dans le délai requis pour dire, eh bien, moi, je veux affecter la somme ou pas. Et c'est possible depuis le 1er juillet 2024. On a aussi des nouveautés concernant le plan d'épargne d'entreprise. Donc, on va revenir rapidement. L'idée, c'est pas de... Oui, voilà, pareil. Je ne vais pas détailler là-dessus. C'est vraiment pour vous faire des petits points d'alerte. Notamment, sachez que vous avez eu des augmentations du plafond, notamment concernant le versement unilatéral de l'employeur sur différents plans d'épargne. Et vous avez également des nouveaux cas de déblocage anticipé des sommes placées sur un PEE. Voilà, c'est tout. Sachez que ça existe. Alors, avant de revenir sur les sujets qui ne sont pas relatifs à l'épargne salariale, on va revenir sur quelques questions. Monia Dallet nous pose la question concernant l'expérimentation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur dans les entreprises de plus de 11. Quel serait le montant de la PPV si l'employeur fait ce choix? Y a-t-il un montant minimum? Donc, en fait, là, on appliquera les dispositions applicables en matière de PPV. C'est-à-dire que là, vous allez simplement choisir le dispositif légal dans le cadre, choisir le dispositif légal existant. Donc, vous appliquez les règles existantes du dispositif choisi. Alors, Julie nous pose la question, si l'US est dans la période de franchissement de seuil compte tenu de sa constitution récente, exemple US constitué 1, chacune des entités doit-elle appliquer les dispositions relatives au partage de valeur en fonction de son effectif? Alors, moi, j'aurais tendance à dire non, mais j'avoue que là, ça vaudrait le coup de vérifier le question-réponse du ministère du Travail. Parce que dans la mesure où on prend en compte l'UES, là, je peux pas répondre avec une certitude à 100% sans aller plus loin, en fait. Donc, on prendra les questions, pour y répondre ultérieurement. Alors, Aline Rouen nous pose la question pour la PPV, à quoi correspond la notion du bénéfice exceptionnel? Justement, la notion de bénéfice exceptionnel, alors je ne suis pas certaine de bien comprendre votre question, mais en fait, vous devez définir une notion de bénéfice exceptionnel. Donc ça, c'est le premier point, et qui sera applicable à tous les dispositifs que vous allez appliquer. En fait, si vous voulez, la notion de bénéfice exceptionnel va être l'élément déclencheur d'un élément de partage de valeur. Et ensuite, quand cet élément déclencheur est atteint, vous choisissez le partage de valeur que vous allez mettre en place, soit la PPV, soit la participation, soit l'intéressement. Donc, le bénéfice exceptionnel, si vous voulez, il ne va pas dépendre du dispositif que vous allez mettre en place par la suite. J'espère que j'ai été claire. Ensuite, est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, il y a des réponses, je crois, sur l'endroit où se situent les informations. Et j'ai l'impression qu'il y a des réponses qui ont été données. Alors, oui, Audrey Taillez demande dans quelle rubrique de l'outil peut-on retrouver le courrier d'information pour les congés payés. Donc, cette information se trouve dans l'onglet Nouvelle embauche sur notre logiciel. Et ensuite, dans ce logiciel, on peut trouver remise du document. Alors, attendez. Et suivre les différentes étapes de la procédure. Voilà. Pour les questions, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. Si vous pouvez poser vos questions, s'il vous plaît, dans l'onglet questions pour qu'on les retrouve facilement. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On refera un moment de questions-réponses ensuite. Donc voilà, pour un point, on va dire, on a essayé le plus complet possible sur le partage de la valeur, mais bon, même vous
pouvez vous en rendre compte, il y a quand même beaucoup de choses. Donc maintenant, nous allons passer à un tout autre sujet qui est donc le CDD multi-remplacement avec une petite actualité sur le sujet. Oui, alors le CDD multi-remplacement, c'est un CDD qui permet de conclure un CDD pour remplacer soit successivement, soit concomitamment plusieurs salariés, mais avec un seul salarié. Bon, c'est réservé à certains secteurs d'activité. Donc là, on a un décret qui est venu étendre les secteurs d'activité. Donc ça concerne essentiellement les branches de réseau de transport urbain, les branches ferroviaires et la RATP. Donc voilà, c'était juste pour attirer votre attention. Donc là encore, c'est un dispositif expérimental qui va cesser le 13 avril 2025. Donc là encore, il faudra être attentif, vérifier si ce dispositif va être étendu. Alors maintenant, un petit point sur plutôt de la pratique qui a été recadrée par le législateur en ce qui concerne la contre-visite médicale. Oui, alors la contre-visite médicale, pour revenir là-dessus, donc on a fait un webinaire en juin sur comment gérer les arrêts de travail de vos salariés. Donc on a évoqué la contre-visite médicale dans ce webinaire. Je vous invite à regarder le replay si vous avez besoin d'informations plus détaillées sur la gestion des arrêts de travail de vos salariés. En tout état de cause, donc vous pouvez diligenter une contre-visite médicale pour votre salarié qui est en arrêt maladie que si vous maintenez le salaire de votre salarié pendant l'arrêt de travail. Parce qu'en fait, cette contre-visite permet de vérifier si cet arrêt de travail est justifié. S'il n'est pas justifié, vous allez pouvoir cesser le maintien de salaire. Donc, ça a quand même son importance. Le décret vient préciser les obligations du salarié. C'est-à-dire qu'un salarié peut très bien décider de ne pas résider dans son domicile habituel pendant son arrêt de travail. Mais il a l'obligation de vous informer, vous, employeur, de ce changement d'adresse pendant son arrêt de travail parce qu'il doit vous mettre dans la possibilité d'organiser cette contre-visite médicale. Il y a une autre notion, c'est que l'arrêt de travail peut prévoir soit des horaires restreints de sortie du domicile, du lieu de résidence, ou des sorties libres. Si l'arrêt de travail prévoit des sorties libres sans restriction, dans ces cas-là, le salarié doit vous informer des plages horaires pendant lesquelles il sera à son domicile et vous pourrez faire procéder à cette visite médicale. Le décret vient préciser une obligation du médecin. Bon, ça paraît un peu étrange de devoir préciser cela dans un décret, mais c'est quand même fait ici. Le médecin qui est en charge de cette contre-visite médicale doit prévenir l'employeur des résultats de cette visite médicale, c'est-à-dire de ses conclusions. Ça paraît être une évidence, mais c'est bien précisé. Et il doit aussi prévenir l'employeur de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder à cette contre-visite médicale. Je pense qu'en fait, c'est pour cette précision-là que ce décret a été pris, parce que je pense que les médecins ne faisaient pas de retour forcément quand ils se sont retrouvés devant une porte close. Donc, voici l'intérêt. Mais pensez bien à activer cette possibilité-là, ça peut être très intéressant dès que vous avez un doute. Donc, nous allons faire une petite revue de presse, si je puis dire, sur nos derniers arrêts marquants donc de la Cour de cassation. Alors, un premier arrêt notamment sur l'annonce orale d'un licenciement. Oui, alors en pratique, souvent les DRH, la direction, après l'entretien préalable, une fois que la décision a été prise, informe le salarié oralement du fait que la décision a été prise pour lui confirmer que c'est bien un licenciement et qu'il va recevoir la lettre de licenciement. Et là, la décision de la Cour de cassation est intéressante parce que dans ce cas-là, le
le salarié avait été informé de la décision de licenciement, mais l'employeur n'a pas été en mesure de prouver qu'il avait déjà envoyé la lettre de licenciement à la date à laquelle il a informé oralement le salarié. Donc, il a été considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, puisque le licenciement est oral, que le motif du licenciement ne lui avait pas été donné. Donc, en pratique, pensez bien à envoyer, à déposer votre recommandé, avoir la preuve de dépôt et envoyer une copie scannée de votre courrier de licenciement et de votre preuve de dépôt. Souvent, il y a un horodatage, donc il y aura la date et l'heure de dépôt sur votre preuve de dépôt, et vous pouvez envoyer cette copie par email au salarié en lui informant, en lui indiquant veuillez trouver ci-joint la lettre de licenciement que nous vous avons adressée. L'intérêt d'informer le salarié, donc c'est déjà humainement qu'il soit informé, mais ça peut aussi avoir un intérêt, notamment quand vous dispensez le salarié de préavis et que vous ne voulez pas qu'il revienne. Donc faites attention dans vos pratiques, c'est très important, les conséquences peuvent être importantes. Ensuite, on voulait vous signaler des précisions qui ont été apportées par la jurisprudence en matière de rupture conventionnelle, notamment sur la date à laquelle peut être signé le formulaire de rupture. Oui, alors tout à fait. Donc là, finalement, la Cour de cassation vient confirmer des choses qu'on voit très souvent en pratique, mais qui ne sont pas forcément énoncées par la loi. Alors, en matière de rupture conventionnelle et de procédure, on a assez peu de choses. Vraiment, en termes de procédure en elle-même, on sait qu'il faut à minima organiser un entretien pour échanger sur le principe de la rupture, pour ensuite pouvoir signer cette fameuse rupture conventionnelle. Mais sur la chronologie, on n'a pas forcément de délai prévu par la loi entre ces deux étapes. Donc, tout simplement, la Cour de cassation est venue nous dire qu'il est tout à fait possible pour deux parties d'organiser leur entretien, d'échanger sur le principe de la rupture et de signer, à l'issue de cet entretien, de signer la rupture conventionnelle, donc de faire tout le même jour. On n'a pas besoin d'attendre un délai minimum entre ces deux étapes. Mais ça, c'est quelque chose qui se rencontre déjà beaucoup en pratique. Mais on va dire que la Cour de cassation vient sécuriser peut-être un petit peu plus les choses. Donc, on tient l'entretien. On peut signer à l'issue de l'entretien la rupture conventionnelle. C'est cet entretien qui est important, bien évidemment. Il faut au moins un entretien. Donc, on a pas mal de jurisprudence sur la possibilité pour le salarié de demander l'annulation de la convention de rupture en raison du vice du consentement. Mais qu'en est-il pour l'employeur ? Alors, toujours sur cette rupture conventionnelle, ce mode de rupture repose sur le principe d'un consentement libre et éclairé des deux parties. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le vice du consentement, il peut se trouver bien sûr du côté du salarié, et ça, on a eu beaucoup d'illustrations, mais aussi du côté de l'employeur. Et là, c'est a priori l'une des rares fois, voire peut-être la première fois qu'on a une illustration dans ce cas très précis. Alors, on va dire deux choses dans cet arrêt. Déjà, quelles sont les conditions à réunir pour attester de ce vice du consentement pour l'employeur. Donc déjà, une première condition, il faut que c'est le fait pour le salarié d'avoir dissimulé en fait sciemment des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l'employeur. Alors pour illustrer, dans les faits, on avait un salarié qui, pour obtenir la signature de la rupture conventionnelle, avait dit à son employeur qu'il allait sur un projet de reconversion professionnelle. En fait, le véritable projet, c'était de monter une entreprise concurrente. Et ça, le salarié, bien évidemment, l'a bien caché à son employeur. Donc, ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est le fait pour cet employeur de pouvoir démontrer qu'il n'aurait jamais signé en connaissant la véritable intention du salarié. Bon, là ça a été très largement démontré en l'espèce.
Donc, à partir de là, le vice du consentement de l'employeur est démontré. Quelles sont les conséquences? Eh bien là, les conséquences, elles ne sont pas négligeables pour le salarié, puisqu'on va déjà aller sur une nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d'une démission. À partir de là, que se passe-t-il pour le salarié? Eh bien, il est condamné à rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a perçue, mais également l'indemnité compensatrice du préavis de démission qu'il n'a pas effectué, puisque vous le savez très bien, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, il n'y a pas de préavis. Donc, il faut y réfléchir à 2 fois avant de faire un montage comme ça auprès de son employeur. Alors, ensuite, donc on continue. Ah oui, alors un arrêt sur la relation amoureuse au sein de l'entreprise. Est-ce que ça peut justifier un licenciement? Alors là, c'est quand même très curieux, non? Ça relève pas de la vie privée, la relation amoureuse entre 2 salariés? Alors oui, en effet, ça relève de la vie privée. Le salarié a le droit au respect de sa vie privée au travail. Il a le droit d'avoir une relation amoureuse avec un autre salarié. Mais il y a une limite au ce respect de la vie privée. Et en fait, c'est un cas très particulier en l'espèce. En fait, c'est un acte déloyauté. Si le salarié ne respecte pas vis-à-vis de son employeur l'obligation de loyauté à laquelle il est soumise, dans ces cas-là, il peut être licencié en raison de la relation. En fait, c'est en raison de la violation de son obligation de loyauté, mais qui découle de sa relation amoureuse. Les faits sont très spécifiques. En effet, ici, on a un DRH qui avait une relation avec une représentante du personnel avec qui il avait négocié les conditions d'un PSE. Or, les 2 parties avaient divulgué, avaient caché leur relation, et l'employeur s'est aperçu après le départ de la salariée qu'il y avait une relation d'ordre privé entre ces 2 personnes. Donc, la Cour de cassation a validé le licenciement de ce salarié en considérant qu'il ne pouvait pas invoquer le respect de sa vie privée puisque il avait en fait violé son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur qu'il aurait dû informer de cette relation avant d'entamer les négociations notamment concernant ce PSE. Donc on peut quand même se prévaloir de certaines obligations pour licencier un salarié, même si cela implique sa vie privée. D'ailleurs, Laura, on va voir un deuxième exemple de motif concernant des propos échangés dans le cadre de correspondance privée. Et oui, on voit que la frontière peut être assez ténue finalement entre respect de la vie privée, obligation professionnelle. Et là, nous avons eu alors une illustration, alors dans un cas aussi très particulier, et on va voir que les faits sont aussi importants pour voir ce qui a fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc les faits sont quand même assez graves au premier abord, hein, puisqu'on a quand même un salarié qui a utilisé la messagerie professionnelle pour diffuser auprès d'un nombre restreint de collègues des propos racistes notamment. Donc l'employeur a eu connaissance de ces propos, il a eu connaissance par mégarde de ces propos et donc il a pris la décision de licencier le salarié sur ce motif. Alors au premier abord, on pourrait se dire utilisation de la messagerie professionnelle, propos racistes, effectivement la balance penche quand même plutôt du côté de l'employeur et du licenciement. Mais il faut quand même s'attarder un petit peu plus vraiment sur le détail pour comprendre la décision de la Cour de cassation qui, elle, n'a pas retenu le bien fondé de licenciement. Alors, pourquoi elle n'a pas retenu le bien fondé? Eh bien, parce que elle s'est basée sur un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, les échanges. Donc les échanges étaient privés, ils étaient donc limités au sein d'une discussion au sein d'un groupe restreint de collègues dont les messages étaient estampillés privés confidentiels.
Donc déjà, premier élément qui ne va pas aider l'employeur. Ensuite, donc ces messages n'avaient pas vocation à être rendus publics, ils n'avaient pas vocation à être diffusés auprès de l'employeur. C'est vraiment sciemment, par une bête erreur de manipulation, qu'il a eu connaissance de ces propos. Et en plus, autre élément, finalement, ces échanges, il s'avère qu'ils n'ont pas porté atteinte, en tout cas l'employeur n'a pas été en mesure de prouver qu'ils auraient pu éventuellement porter atteinte à l'image de l'entreprise, qu'ils auraient pu être diffusés à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, tout ce faisceau d'indices, on peut vraiment parler de faisceau d'indices, eh bien, amène à la conclusion suivante, c'est-à-dire que la Cour de cassation, ici, estime que le licenciement, en fait, n'est pas justifié. Merci Laura. Là, nous allons revenir un peu sur des décisions qui sont intervenues sur des points concernant l'exécution du contrat. Donc, est-il possible d'imposer à un travailleur de nuit de passer à un poste en horaire de jour? Donc, en fait, là, on a juste une confirmation de la jurisprudence. Non, on ne peut pas l'imposer. Ça constitue une modification du contrat de travail du salarié. D'ailleurs, les clauses dans le contrat de travail qui prévoiraient par avance l'acceptation par le salarié de telles modifications ne sont pas valables, elles sont remises en cause par la jurisprudence. Là, la décision était intéressante parce qu'elle est allée plus loin, elle allait vérifier en quoi ce changement d'horaire, donc de nuit des horaires de jour, pouvait avoir des implications sur la vie privée et personnelle du salarié. Et là, il a été pris en compte qu'en plus, ce salarié en fait, était en charge d'un enfant en situation de handicap et donc que ces changements d'horaire étaient incompatibles avec ses obligations familiales impérieuses. Donc, il est vraiment hors de question d'imposer ce changement d'horaire dans ce cas-là à un salarié. Tout à fait. Alors, on continue. Maintenant, petite disposition sur les jours de fractionnement et la possibilité de renoncer aux jours de fractionnement. Donc, juste petit rappel, quand on parle de congés payés, normalement, un salarié doit poser un certain nombre de congés, une durée continue de congés sur une période bien précise. Et s'il souhaite poser des congés en dehors de cette période, ça peut éventuellement donner lieu à des jours de congés supplémentaires du fait de ce fractionnement. Donc après, on a la possibilité, enfin le salarié a la possibilité de renoncer à ces jours supplémentaires de fractionnement pour pouvoir, en accord avec son employeur, poser ces jours en dehors de la période. Donc là, la Cour de cassation est venue, là aussi, confirmer une pratique. C'est quelque chose que l'on voit, qui n'est pas inhabituel. C'est-à-dire qu'un salarié peut tout à fait renoncer par une mention, sur le formulaire de demande de jours de congés payés, il peut renoncer à ces jours de fractionnement. Ça, c'est tout à fait possible et la Cour de cassation vient juste confirmer encore une fois une pratique. Oui. Voilà. Ensuite, on voulait attirer votre attention sur les obligations de l'employeur en matière de harcèlement moral. Généralement, il y a une plainte en harcèlement moral pour le respect de l'obligation de sécurité. On engage une enquête, etc. Et là, la question qui était posée à la Cour de cassation, c'est est-ce que le licenciement du salarié auteur du harcèlement est valable alors que aucune enquête a été diligentée. Eh bien, la Cour de cassation a dit que c'était tout à fait possible dès lors qu'en fait, les faits de harcèlement ne faisaient aucun doute compte tenu des circonstances de l'espèce. Donc, l'enquête préalable n'est pas une condition requise à une sanction lorsque les faits sont vraiment avérés. Donc, là encore, c'est du cas par cas. Il faut vraiment vérifier les conditions. Bien entendu, quand vous avez une plainte pour harcèlement, quand même, l'idéal, c'est quand même de procéder à une enquête. Mais sachez que cette jurisprudence existe. Elle peut avoir son intérêt.
Maintenant, une petite information concernant les activités sociales et culturelles que le CSE va gérer et la fameuse question de la condition d'ancienneté. Est-ce qu'un CSE, pour ouvrir le bénéfice aux ASC, peut imposer une condition d'ancienneté à ses salariés? Alors ça, on l'a beaucoup vu en pratique. On a beaucoup vu de CSE imposer une condition d'ancienneté. C'est quelque chose qui faisait l'objet d'un petit peu d'un flou finalement, surtout que dans le dernier guide URSSAF sur le CSE, l'URSSAF venait dire qu'il y avait la possibilité en fait de mettre en place une condition d'ancienneté de 6 mois. Alors là, la Cour de cassation est venue rétablir et recadrer un petit peu les choses. Maintenant, on a une réponse qui est claire, enfin, c'est-à-dire que pour l'ouverture du droit pour le bénéfice de ces ASC, un CSE, en fait, n'a pas le droit de mettre en place donc un critère discriminatoire, mais surtout, la Cour vient nous dire que l'ancienneté, mettre en place la nécessité d'une ancienneté de 6 mois minimum, en fait, on ne peut pas la mettre en place, c'est exclu. Donc voilà, maintenant, on a quelque chose, quelque chose de clair sur le sujet. Enfin, on revient sur une dernière décision qui vient reconfirmer quelque chose et c'est très important. Les arrêts de travail, un salarié qui est en arrêt de travail pour raison professionnelle bénéficie d'une protection légale contre le licenciement. Donc c'est très facile, on a un arrêt de travail avec la mention de l'origine professionnelle, on l'applique. Mais on peut trouver des cas d'espèce où l'arrêt de travail ne mentionne pas l'origine professionnelle et on doit quand même appliquer la protection légale parce qu'on a eu connaissance du lien potentiel de cet arrêt avec une origine professionnelle, avec le travail. Ça peut être le cas notamment du salarié qui informe dans l'email par lequel il transmet à l'employeur son souhait de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et qu'il va engager par exemple une procédure devant la caisse primaire d'assurance maladie à cet effet. Là, la Cour de cassation, elle est allée plus loin. Le salarié avait fait l'objet d'un premier arrêt pour accident du travail. Et il a ensuite fait l'objet dans le temps de plusieurs arrêts, mais cette fois c'était des arrêts selon le formulaire SERFA, des arrêts d'origine non professionnelle. Et l'employeur a donc considéré qu'il s'agissait d'arrêts d'origine non professionnelle et que le salarié n'avait pas à bénéficier des mesures du Code du travail protectrices pour les salariés en arrêt de travail d'origine professionnelle. Et là, il a été reproché en fait à l'employeur de ne pas avoir considéré que les arrêts suivant l'arrêt qui avait pour origine l'accident du travail pouvait avoir un lien avec cet accident du travail. Donc, il aurait dû considérer que les arrêts suivants, même s'ils n'avaient pas la mention de l'origine professionnelle, avaient une origine avec cet accident et donc que le salarié devait bénéficier de la protection légale contre le licenciement et de toutes les dispositions plus protectrices pour les salariés victimes de maladies professionnelles. Donc, vous voyez, ça peut aller loin. Donc, il faut vraiment être très attentif, non seulement aux mentions des arrêts de travail, mais aussi à tout l'environnement de ces arrêts et à l'historique. Voilà pour notre exposé. Donc, nous vous remercions à tous d'avoir été présents et d'être restés connectés jusqu'au bout. Écoutez, on espère avoir été clair, avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous contacter et vous voyez nos coordonnées si vous voulez avoir des informations sur nos différents services. Merci à tous. Merci beaucoup de votre écoute.